Donc vous voyez, la culture de l'impunité a été enracinée dans les lois. Et pour éradiquer cette culture d'impunité, cette idéologie du génocide, il fallait aussi des lois. C'est là où j'en arrivais. Il fallait aussi des lois qui donnent la liberté de tout Rwandais. Et ça, vous voyez que c'est un texte ministériel. Maintenant, en décembre 1963, il y a eu des massacres également. Je ne reviens pas sur les causes et sur l'étendue. Des massacres, encore une fois, de Tutsi. 1963. L'année dernière, je vous ai même cité un certain nombre de textes où les journaux ici en Europe parlaient de génocide. Que ce soit Le Monde, La Croix, Témoignages chrétiens et bien d'autres. Alors, après ces massacres de 1963, d'ailleurs, je reviens un tout petit avant. Au mois de mai 1963, il y a une loi du 20 mai, le 20 mai 1963, est publiée une loi qui octroie l'amnistie aux tueurs qui ont commis les crimes en 1959 et dans les années 60. Une loi d'amnistie. Et la même loi exclut toutes les personnes qui auraient combattu contre les tueurs. Je ne cite que des articles de cette loi-là. La loi du 20 mai 1963. C'est le président Kayibanda qui l'érige, par son parlement bien évidemment. Ça c'est l'article 1er. Une amnistie générale et inconditionnelle, est accordée pour toutes les infractions commises à l'occasion de la révolution sociale pendant la période du 1er octobre 1959 au 1er juillet 1962 et qui, en raison de leur nature, de leur mobile, des circonstances ou des motifs qui les ont inspirés, rentre dans le cadre de la participation à la lutte de la libération nationale et revêt ainsi un caractère politique, même si elle constitue des infractions de droit commun. C'est-à-dire que le Parlement rwandais de l'époque accepte bien volontiers que ces crimes-là constituent des infractions de droit commun. Mais en même temps, la loi accorde une amnistie à ces criminels-là. Donc c'est l'article 1er. Et l'article 2, qu'est-ce qu'il dit? L'article 2 sont écartés du bénéfice de l'amnistie accordée par l'article 1er de la présente loi les infractions commises durant cette période par des personnes qui ont lutté contre la libération des masses opprimées par la domination féodo-colonialiste. Qu'est-ce que signifie ce terme-là? En fait, pour simplifier, la première loi accorde une amnistie générale et inconditionnelle aux Hutus qui ont tué les Tutsis. Tout simplement, c'est ça. Et l'article 2 refuse cette amnistie aux Tutsis qui ont résisté contre les attaques et qui auraient tué quelques Hutus. Vous voyez? Et ça, c'est la toute première république. On est dans une période d'indépendance. Bon. 1966 et même en 1965, il y a eu beaucoup d'autres textes, des textes ministériels et même des textes présidentiels, qui maintenant donnent un certain nombre de textes pour la gestion des biens. Les biens laissés par les Tutsis, parce qu'il y avait des Tutsis qui étaient réfugiés à l'extérieur du pays, mais aussi des Tutsis déplacés à l'intérieur du pays, comme Darou Gessera et une partie de Kimungo. Et le président Kayibanda, en 1966, il sort un arrêté présidentiel sur la gestion de ces biens. Il dit ceci: chaque réfugié qui est de retour dans le pays ne peut pas porter plainte pour réclamer sa maison ou ses terres si ces biens ont été donnés aux autres populations ou bien si l'État ou l'autorité communale ont donné à ces biens une autre destination. C'est sans commentaire. Alors, le président Habyarimana, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il accède au pouvoir? Lorsqu'il accède au pouvoir, le président Habyarimana, en fait, M. Piton l'a dit, il n'a fait que continuer la même politique de discrimination, d'oppression. Et le 25 décembre 1973, donc 5 mois après son accession au pouvoir, le président Habyarimana décrète aussi un arrêté sur la gestion des biens des Tutsis. Parce que les Tutsis avaient laissé beaucoup de biens, des maisons, des terres.
Et il y avait évidemment des populations qui ça les avaient accaparées. Et Habyarimana, il introduit un texte qui va dans le même sens que celui de Kayibanda, donc son prédécesseur. Il dit ceci dans ce texte-là. Les biens meubles et immeubles qui ont été laissés par des réfugiés Tutsis dans le pays sont considérés comme n'ayant plus de propriétaires. Ces biens deviennent la propriété de l'État. Ces biens doivent être pris et placés dans le patrimoine communal. Personne n'est responsable du départ des Tutsis en exil qui a été causé par les peurs ou par l'intimidation. Les autorités en place aujourd'hui ne peuvent en aucun cas être tenues responsables de leur départ en exil. Bon. Et alors, en 1975, ça vous comprenez que c'est 1973. Puis 1975, le ministre de l'Intérieur, à l'époque qui était monsieur le colonel Alexis Kanyarengwe, il avait le grade de major. 1975, il est ministre de l'Intérieur, donc il constate que, en fait, ces règles ne sont pas partout respectées de la même façon. C'est la gestion des biens des Tutsis. Il rédige un arrêté ministériel qui dit ceci. Les biens meubles et l'arrêté est adressé à tous les bourgmestres du pays. Il dit, les biens meubles et immeubles qui ont été laissés dans le pays par des réfugiés, que ce soit ceux qui sont en location ou ceux qui ne le sont pas, doivent d'office être distribués immédiatement pour servir les intérêts immédiats de ceux qui en ont besoin. En fait, qu'est-ce qu'il fait Kanyarengwe? Kanyarengwe constate qu'il y a des Tutsis qui parvenaient à revenir et confier leurs biens aux personnes qui étaient restées à l'intérieur du pays pour les gérer. Et cet arrêté, en fait, empêche ce fait de pouvoir confier les biens à quelqu'un, les biens appartenant à Tutsis, évidemment, hein, à quelqu'un d'autre pour les gérer à votre place. Bon, si j'ai pris ces quelques exemples qui datent des années 1959-1960, c'est pour vous montrer que ce qu'on appelle l'idéologie du génocide ne date pas de 1994, de 1994. Et même pour mieux l'éradiquer, il fallait retourner dans ses racines historiques lointaines, de la naissance de cette idéologie, de l'apparition de cette idéologie. Et c'est pourquoi le Front patriotique rwandais, après avoir arrêté le génocide des Tutsis en 1994, il a pris un certain nombre de mesures concrètes, pratiques, pour essayer de lutter ou de limiter les effets néfastes de cette idéologie dont je viens de vous donner quelques exemples. Alors, je vais essayer de parcourir ces différentes mesures pour colorer mon intervention. La première mesure que le Front patriotique rwandais a prise, c'est une mesure du 17 juillet 1994, qui est un communiqué. Il est connu sous le nom de communiqué du Front patriotique rwandais, 17 juillet 1994. En fait, c'est un communiqué qui appelle tous les démocrates qui n'ont pas participé au génocide à venir se mettre ensemble pour former un gouvernement d'union nationale. Et là, le gouvernement intermédiaire génocidaire était en train de pousser toutes les populations vers le Congo, vers la Tanzanie. Et le Front patriotique rwandais appelle à l'unité et à faire un gouvernement de tous les Rwandais, un gouvernement de cohésion. En tout cas, pour moi, c'est la toute première mesure essentielle qu'il faut noter dans toute son importance. Et 2 jours après, le Front patriotique rwandais forme un gouvernement. Le gouvernement du 19 juillet 1994. Bon, j'oublie que je suis en Belgique, je dois toujours corriger dès 1994. Donc le gouvernement du 19 juillet 1994. Et c'est un gouvernement qui inclut tous les partis politiques qui n'ont pas participé au génocide. Déjà, dès l'arrêt du génocide, le FPR collabore avec les autres démocrates du pays. Le mouvement démocratique et républicain, le PSD, le Parti libéral et autres. C'est une mesure extrêmement importante, ça. Et à cette époque-là, évidemment, tout le monde avait un souci de justice. Mais lorsque des criminels ont été arrêtés, on s'est trouvé face à des problèmes importants. Il n'y avait aucune loi qui permettait de pouvoir poursuivre les résultats du génocide. Aucune. Et alors, parce que le régime du président Habyarimana avait, en 1976,
ratifié la Convention internationale sur le génocide. Mais elle n'avait jamais intégré la Convention dans le droit interne rwandais. Donc, le gouvernement de l'Union nationale s'est arrêté devant ce problème. Et donc, on a dû mettre en place une loi. Et ça a pris du temps tout de même. Parce que l'élaboration d'une loi prend un certain nombre de temps. Et surtout si on veut une loi qui juge, réprime un crime aussi grave que le génocide. Une loi a été publiée 2 ans après, le 30 août 1996. 30 août 1996. Et c'est donc à partir de janvier 1997 que les procès ont pu démarrer. Et à l'issue de la première année, on s'est rendu compte que le rythme, suivant la justice moderne, les principes de la justice classique occidentale, au bout d'une année, les tribunaux avaient jugé seulement 340 personnes. 340 personnes. Or, le besoin de justice était criant. On a constaté que si on poursuivait sur ce rythme, il aurait fallu au minimum entre 160 et 200 ans pour juger les présumés de génocide. Et qui peut vivre ça 60 ans? Je ne connais pas. Et c'est la raison pour laquelle les autorités rwandaises ont essayé d'aborder le problème dans son ampleur. Donc on a puisé la solution dans notre culture locale. Parce qu'on a réalisé que le génocide avait été un crime de masse, un crime commis au quotidien, jour après jour, commis en plein jour, dans les villages. Les meetings de sensibilisation avaient été publics. La radio de Mille Collines lançait des appels au meurtre publiquement. Monsieur Léon Mugesera, quand il allait à Kabaya, il incitait les gens à tuer publiquement. Donc, la population savait qui a tué et qui a été tué. Elle savait qui a pillé et qui n'a pas pillé les biens des autres. Et c'est la raison pour laquelle, entre 1998 et 1999, il y a eu des échanges dans ce qu'on appelle Ibiganiro byo mu Rugwiro. Les échanges qui se sont tenus à la présidence de la République chaque samedi. C'était des échanges qui regroupaient les préfets, les ministres, les responsables des grands magistrats de la Cour suprême, les politiciens d'une certaine expérience, etc. Donc à partir de ces échanges, c'est là où on a trouvé la solution de s'inspirer au tribunal Gacaca, qui à l'époque permettait de résoudre le contentieux. Donc les tribunaux Gacaca ont été créés par des idées venues de plusieurs consultations. Et les tribunaux Gacaca, je ne traîne pas trop, ont fonctionné pendant une période de 10 ans, entre 2002 et 2012. Et ils ont jugé, écoutez bien, 1 958 634 000 affaires. 1 958 634 000 affaires. Donc presque 2 millions. Ce sont des affaires jugées. Et je dois vous dire que les tribunaux Gacaca nous ont permis de résoudre un problème sérieux. Un problème sérieux. On a beau amener quelques critiques, mais par rapport aux résultats positifs sur lesquels ces tribunaux sont parvenus, c'est sans commune mesure, sans aucune commune mesure. Alors, pour clôturer, je vais vous donner aussi quelques exemples que le Rwanda a pratiqués pour faire face à cette idéologie génocidaire, parce que l'étonnant de cette idéologie génocidaire, au moment où le Rwanda ont travaillé à la reconstruction du pays, les mêmes étaient dans des pays voisins, en Europe, en train encore de ressusciter cette idéologie-là. Le Rwanda a mis en place une loi, la loi qui permet justement de sanctionner pas le génocide, mais aussi son idéologie, c'est-à-dire l'intention de commettre le génocide. Et la première loi, c'était un texte général d'une loi qui sanctionne le racisme et le divisionnisme de 2003. Il y avait un article qui permettait de sanctionner l'idéologie du génocide et la négation du génocide. En 2008, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une loi spéciale et spécifique. Et la loi a été mise en place en 2008. Encore une fois, les ONG l'ont critiquée. Évidemment, on a constaté qu'il y avait quelques critiques qui étaient fondées. Et en 2013, la loi a été revue
révisée pour tenir compte de quelques lacunes. Notamment le fait qu'à l'époque, la loi pouvait permettre de poursuivre les actes qui s'étaient déroulés dans un lieu privé, alors que le crime est de caractère public. Donc on a tenu compte de ces différentes lacunes-là. La loi a été encore modifiée deux fois, en 2015 et dernièrement en 2018. Donc c'est une loi qui, à mon sens, permet de lutter contre les dérives génocidaires ou les dérives d'incitation à la haine ou à la discrimination raciale ou même à l'incitation au génocide. Il y a d'autres mesures intéressantes que le Rwanda a adoptées pour faire face à l'idéologie du génocide, et notamment, M. Jean-Pierre Dussingizemo vous a montré la carte d'identité. Ces cartes d'identité, le Rwanda les a supprimées. Maintenant, on a une carte d'identité qui ne mentionne pas la prétendue appartenance ethnique. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque les gens, par exemple, vont demander du travail, on ne vous demande pas une carte d'identité qui porte une mention ethnique, alors qu'à l'époque, c'était ça. Donc, le fait d'avoir supprimé la carte d'identité est une mesure importante, à ma ethnique est une mesure importante, parce qu'elle permet de ne plus classifier ou identifier les Rwandais comme appartenant à tel ou tel groupe ethnique. Autre mesure qui n'a existé nulle part dans le monde, c'est le fait d'avoir appelé même les soldats qui appartenaient à l'armée génocidaire de pouvoir revenir et créer une armée nationale unique. Normalement, le Front patriotique rwandais aurait dû diriger le pays avec sa propre armée. Mais elle a intégré les soldats de l'ancienne armée génocidaire dans une armée nationale nouvelle. Mais bien évidemment, même les militaires inclus dans la nouvelle armée, lorsqu'on découvrait qu'il y avait des infractions qu'ils avaient commises, ils sont poursuivis. L'intégration ne signifie pas un octroi d'impunité. Mais c'est une mesure importante qui limite la discrimination ou même cette idéologie dont on dit. Autre mesure importante, le bannissement de la culture de l'exil. Bannir la culture de l'exil. Depuis 1959, les Tutsis partaient en exil et personne ne se souciait de leur retour. Il était même interdit. Je crois que c'est encore une fois Python qui vous a le texte de M. Kagabo, son témoignage. Il était interdit aux réfugiés de revenir au Rwanda. Pas même les réfugiés, même les déplacés de l'intérieur. Les personnes qui avaient été déplacées vers le Bugesera et Nyamata ne pouvaient en aucun cas revenir sur les terres. Moi, je suis ici d'une région au sud du pays du Congo. J'avais une partie de ma famille qui avait été de force fait exiler dans le Bugesera. Ils ne pouvaient jamais revenir à Gikongoro. Jamais. Et maintenant, tous les Rwandais, le gouvernement les appelle à même aller à l'ambassade pour prendre le passeport, pour prendre tous les documents. Il y a ceux qui refusent, mais tant pis. L'important, c'est que les gens sachent que leur pays les aime comme les enfants de cette patrie. S'ils refusaient même de s'inscrire, c'est le problème. Mais l'important, c'est que si au plan politique, les Rwandais ne sont plus exclus, qui qu'ils soient. Et ça, c'est très important pour lutter contre cette idéologie dont on parle ici. Conservation de la mémoire du génocide. Je crois que je vais en finir par là. La mémoire du génocide, c'est un acte qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais négliger ça. Parce que le Rwanda, d'ailleurs même l'humanité dans son ensemble, il ne faut jamais oublier que le génocide commis contre les Tutsis, il a été le dernier crime qui a couronné la fin du XXe siècle. La fin du XXe siècle. Donc c'est un crime international. Il faut que cette mémoire soit sauvegardée par tous les moyens possibles. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda a mis en place une politique de gestion de la mémoire, une politique notamment de mise en place des sites mémoriaux. Et maintenant, nous sommes en train de tenter de faire inscrire 4 mémoriaux dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le mémorial de Gisozi, à Kigali, le mémorial de Nyamata, le mémorial de Murambi et le mémorial de Bisesero. Le dossier est déposé à l'UNESCO depuis le 1er février 2018. L'UNESCO a accusé réception de ce dossier. Il reste maintenant à l'examiner. Mais nous espérons que
si le dossier est accepté, au final par l'UNESCO, la gestion de la mémoire du génocide des Tutsis sera un acte international et nous pensons que son enseignement dans les écoles sera facilité par ce fait-là. Et nous avons aussi entrepris un gros travail de digitalisation des documents Gacaca pour qu'ils soient accessibles et surtout pour qu'ils soient protégés. Et pour vous donner une idée, les documents Gacaca, au niveau du nombre de pages, on a 45 millions de pages. 45 millions. Donc c'est un travail extrêmement important que les juges ont accompli. Et dans ces 45 millions de pages, la CNRG a totalement terminé le travail de digitalisation. Donc ils sont maintenant protégés depuis l'année dernière. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est l'indexation. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire un système d'indexing qui permettra de pouvoir y avoir accès par différentes catégories. Catégories d'âge, catégories de crimes, etc. C'est un travail qui nous prendra au minimum 2 ans, mais nous pensons que nous allons y arriver. Enfin, dans ce travail de lutte contre l'idéologie du génocide, nous entreprenons aussi depuis pratiquement une dizaine d'années la reconnaissance, faire des actes de reconnaissance aux personnes qui ont refusé de participer au génocide, ce qu'on appelle les justes. Donc, les personnes qui ont refusé de participer au génocide, qui ont protégé les Tutsis, sont honorées publiquement. Et maintenant, depuis à peu près 5 ans, nous leur donnons la place pour donner un témoignage dans les commémorations de souvenirs du génocide. Et il est extrêmement important de ne pas uniquement penser aux tueurs, mais aussi de valoriser les actes héroïques d'une minorité, parce qu'ils sont vraiment très peu, mais des gens qui ont risqué leur vie pour sauver des gens. Et nous pensons que cet acte-là permet aussi de neutraliser les types comme Touadiramungu et autres qui se réjouissent encore à diffuser la haine, à diffuser l'idéologie du génocide partout où ils sont. Et je vous incite aussi, en tout cas ici dans la diaspora, quand vous faites aussi des actes de commémoration, si vous en avez quelques-uns, vous avez quelques Hutus qui ont eu ce courage extraordinaire, il faut les valoriser et donner l'honneur qu'il faut aussi dans des cérémonies de commémoration. Et comme le 7 avril, je n'aurai pas l'occasion d'être avec vous, je termine mon propos, ma communication, en vous adressant encore une fois toute ma solidarité aux victimes, pour vous dire que le Rwanda sera avec vous. 25 ans après, pensez que ceux qui étaient des bébés, maintenant ce sont des adultes, ce sont des mères de famille, des pères de famille. Et ça permet de nous rendre compte que quand même le génocide nous a fait beaucoup de mal. Et lorsqu'on voit des négationnistes qui essayent maintenant de parler de double génocide, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est un génocide. Et le génocide, nous ne le souhaitons à personne. Donc passer de bons moments en pensant à ces morts qui n'ont pas eu de sépulture, mais nous sommes toujours là pour le honneur et pour le respect. Je vous remercie.